Bonjour, on est heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter les résultats d'une étude qu'on a commandée avec le groupe la délégation des Verts français au niveau du Parlement européen. Une étude qui porte sur les rejets dans le Pacifique des eaux de la centrale de Fukushima Daiichi. Cette étude, elle a été faite par Bruno Charéron, qui se trouve à ma gauche de la CRIRAD. Je te laisserai présenter tout à l'heure. Et je vais animer l'entretien qui va durer une trentaine de minutes, qui permettra un peu de balayer en général cette étude avec Caroline Roust. Alors bonjour à toutes et à toutes. Oui, en effet, c'est important d'avoir cette étude, d'avoir commandé cette étude. Par rapport aux océans, on n'a qu'un seul océan, donc il faut le préserver. Je vais parler moi beaucoup en termes de biodiversité et des problématiques de rejet en mer pour les ressources halieutiques, puisque je fais partie de la commission pêche au sein du Parlement européen, qui pour moi aurait dû s'appeler la commission mer et préservation des océans. Je fais partie aussi de la commission développement au sein du Parlement européen et pour moi cette étude est une étude qui est vraiment très importante pour expliquer justement les problématiques de ces rejets suite à cette catastrophe qui est en cours en fait aujourd'hui. Je propose que tu nous en parles, Bruno, et que tu nous expliques un petit peu Fukushima, cette catastrophe en cours, nous présenter cette étude. Ok, donc je m'appelle Bruno Charéron, je suis de formation ingénieur en génie énergétique et nucléaire et j'ai dirigé le laboratoire de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'impact de Fukushima, puisqu'on est allé également sur place en 2011. Et par rapport à cette étude, ce qui nous a paru important d'abord, c'est de rappeler qu'au-delà de la question du rejet en mer de ces eaux, la catastrophe de Fukushima pose des tas d'autres problèmes qui sont très graves. La préparation au démantèlement, la gestion des coriums, la gestion des déchets solides qui sont créés par le traitement des eaux contaminées, l'irradiation des travailleurs. Donc la catastrophe, comme vous l'avez dit, elle est toujours en cours et elle n'est pas prête de se terminer. Oui, c'est une catastrophe qui concerne 3 réacteurs. Quand on parle de l'autre grande catastrophe, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, c'est un réacteur avec aujourd'hui un immense sarcophage qu'on a refait. Mais là, on a une catastrophe qui est potentiellement toujours en cours avec 3 réacteurs qu'il faut surveiller. Notamment, là, ce serait intéressant que tu nous présentes la question des coriums, que les gens comprennent de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on doit surveiller et pourquoi on doit le surveiller. Donc effectivement, à Fukushima, il y a 3 cœurs de réacteurs qui ont fondu. Ça veut dire que le combustible nucléaire se retrouve sous la forme d'un magma, d'un mélange de débris, de combustible hautement radioactif qui est chaud. Et cette matière, qu'on appelle le corium, doit être refroidie en permanence. C'est pour cela que l'exploitant TEPCO est obligé en permanence d'injecter de l'eau pour refroidir ces matières, d'injecter aussi de l'azote pour inerter la zone de façon à ce que, s'il y a production d'hydrogène, on n'atteigne pas des concentrations explosives. Et ça doit être fait de manière permanente. Donc ces actions génèrent de très grandes quantités d'effluents radioactifs hautement contaminés, puisque l'eau qui circule à travers ce combustible irradié, déstructuré, cette eau se charge en éléments radioactifs. TEPCO a réussi à abaisser fortement cette quantité d'eau supplémentaire qui est contaminée, mais au global, il continue à y avoir une forte production d'effluents. C'est pour ça que la capacité d'entreposage de ces eaux contaminées est à 97%. À fin 2023, la quantité d'eau, il y a plus de 1,3 million de tonnes d'eau contaminée, plus ou moins traitée, qui sont dans 1 millier de réservoirs. Et là, TEPCO arrive en fin de capacité d'entreposage de ces eaux. Tu dis 1,3 million de tonnes dans un millier de réservoirs, mais après, il va se passer quoi avec ces réservoirs, justement ? Alors, le problème, c'est que l'eau qui s'accumule dans ces réservoirs est plus ou moins bien traitée. Une partie de ces eaux n'est pas suffisamment bien traitée et contient des quantités d'un certain nombre d'éléments radioactifs, strontium 90, iode 129, carbone 14, qui sont au-dessus des normes de rejet. Et en plus, ces eaux contiennent un élément radioactif bien particulier, de l'hydrogène radioactif, du tritium, que là, TEPCO n'arrive absolument pas à retenir lorsqu'il traite ces eaux. Et donc,
TEPCO a décidé de rejeter directement en mer certains de ces eaux, même si elles ne respectent pas les normes habituelles de rejet. Et ça, c'est une situation qui a été acceptée par les autorités japonaises d'une part et par l'Agence internationale de l'énergie atomique. On va évoquer dans une deuxième partie les rejets d'eau en mer et dans le milieu. Dernière question, c'est sur, moi ce qui m'a marqué un peu dans l'étude, c'est la difficulté d'estimer la situation réelle, notamment comment accéder au cœur du réacteur, voir quel est l'état du corium, et même pour faire un tout petit prélèvement, ils n'ont pas encore réussi à faire la machine qui soit capable de faire. Si tu peux raconter ça rapidement. Oui, c'est-à-dire que cette matière hautement radioactive, le corium, au total, on estime qu'il y a eu 880 tonnes réparties sur les 3 réacteurs 1, 2, 3. Il va falloir extraire ce corium pour le mettre en sécurité. Aujourd'hui, il n'est pas en sécurité. Et il faut absolument l'extraire et le reconditionner. Donc, comme c'est un matériau extrêmement dangereux, très radioactif, TEPCO n'a pas réussi pour l'instant à aller n'en prélever que quelques grammes pour le caractériser. Donc on ne sait pas exactement où est le corium dans chaque réacteur et on ne connaît pas les caractéristiques exactes. Donc anticiper les moyens de traiter à long terme ce corium, c'est un véritable défi et personne ne sait quand TEPCO pourra vraiment assainir les 3 réacteurs qui ont fondu. Du coup, la deuxième partie, c'est sur la pollution radioactive de l'eau, de l'océan et des rivières. Caroline, je te laisse la parole. Oui, alors là, sur la pollution radioactive de l'océan et des rivières, j'ai plein de questions en fait en termes de contrôle spécifique. Est-ce qu'il y a eu des contrôles spécifiques sur certaines zones, sur la radioactivité en ce qui concerne les milieux marins, la biodiversité marine, les ressources halieutiques? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait justement sur ces contrôles? Parce qu'on sait très bien qu'au niveau des océans, c'est un petit peu comme le nuage de Tchernobyl. Michel disait, le nuage, il ne s'est pas arrêté à la frontière, il a continué au niveau des rejets et au niveau de la radioactivité des mers, des océans, des produits de la pêche, des ressources et de la biodiversité. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a été fait en fait? Donc, assez rapidement, heureusement, il y a eu quand même des contrôles de radioactivité dans toute une série de produits issus du milieu marin, les poissons, les mollusques, les crustacés, etc. Et ces contrôles ont montré, évidemment, lors des premières semaines et premiers mois après la catastrophe, des niveaux de contamination extrêmement importants, évidemment dans le port en face de la centrale de Fukushima, mais y compris à plusieurs dizaines de kilomètres et même au-delà, avec un dépassement des normes sanitaires pour ce qui concerne, par exemple, le césium-137. Donc ces contrôles, le problème, c'est qu'ils ont été allégés progressivement. Et qu'aujourd'hui, par exemple, on a regardé les derniers résultats publiés par l'agence des pêches japonaise et qui montrent qu'en fait, l'année dernière, en 2022, il y a des échantillons de poissons marins qui dépassent les normes sanitaires et d'un facteur 13. Alors qu'on est on était en 2022. Et ce dépassement des normes sanitaires est peu rendu public. Oui, c'est-à-dire qu'on trouve les éléments quand on va piocher dans des bases de données, mais si on regarde la documentation grand public, ça n'apparaît pas clairement. Et puis en analysant les données, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de choses qui ne sont pas contrôlées correctement. Par exemple, des algues dont on sait qu'elles concentrent le strontium 90, un autre élément radioactif rejeté par Fukushima, et il n'y a pas de contrôle spécifique de ce strontium dans certaines espèces d'algues. Ou par exemple le plutonium, il y a très peu de contrôle de contamination par le plutonium des denrées issues de la pêche au large de Fukushima. Donc il y a vraiment, un niveau très insuffisant des contrôles concernant le milieu, la pêche en mer. Et ce qu'on a découvert en analysant les données officielles aussi, c'est que actuellement, les produits issus de la pêche les plus fréquemment contaminés par le césium-137 de Fukushima, ce sont les produits issus de la pêche en eau douce, c'est-à-dire dans les lacs et les rivières de la région de la préfecture de Fukushima. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment l'eau douce elle est contaminée, puisqu'on voit bien l'eau rejetée dans la mer, la contamination de la mer, mais pourquoi l'eau douce, elle est contaminée? Alors l'eau douce est contaminée parce qu'en fait, la catastrophe de Fukushima, ça a été
la propulsion dans l'atmosphère de quantités massives de substances radioactives, et aussi en milieu marin. Mais pour la partie atmosphérique, ces substances radioactives sont retombées sur les sols, et les éléments qui ont une demi-vie très longue, le césium-137 a une demi-vie de 30 ans, donc il est toujours présent, ces éléments sont petit à petit, ruissellent petit à petit, à partir du sol, dans les cours d'eau, s'accumulent dans les sédiments, des lacs par exemple, ou des rivières, et donc ça c'est un flux qui continue. Il y a en permanence une quantité d'éléments radioactifs qui étaient au sol et qui sont transférés dans les lacs et les rivières. Et c'est pourquoi sur les denrées de la pêche qui sont contaminées par du césium-137 de Fukushima, plus de 90% des cas, en 2022 par exemple, c'était des produits issus de la pêche en eau douce, truites, saumon, petits crustacés qui sont en eau douce. Et donc ça, c'est pour l'eau douce, mais en eau de mer, puisqu'on voit qu'on a des espèces de poissons qui sont migrateurs, donc qui vont beaucoup plus loin. Est-ce que ça n'aurait pas tendance, justement, avec ces poissons qui migrent, d'avoir une contamination suivant avec d'autres poissons quand il y aura reproduction des poissons voilà, est-ce que ça ne pourrait pas générer justement un cercle, je dirais, plus agrandi sur la contamination, un cercle plus large en fait? De toute façon, la contamination du milieu marin par la catastrophe de Fukushima, ça a été l'événement de rejet d'éléments radioactifs ponctuel en quelques semaines. Je parle de la partie mars-avril 2011, l'élément de contamination le plus massif du milieu marin de l'histoire de l'humanité, en fait. Donc cette contamination, elle a eu lieu, elle continue aujourd'hui par des rejets diffus, non maîtrisés, qui continuent, par les rejets officiels là, de vidange des réservoirs qui ont commencé en août 2023, et forcément ça crée une contamination du milieu marin qui est, plus on s'éloigne, plus elle est diluée, elle est diffuse, mais des poissons portant du césium de Fukushima ont été détectés sur les côtes ouest des États-Unis et du Canada, quelques années après la catastrophe. Donc bien sûr, il y a une diffusion qui, petit à petit, va aller... elle a déjà atteint les côtes de l'ouest du continent américain et petit à petit, des très faibles concentrations, bien sûr, de la catastrophe de Fukushima se retrouveront, y compris dans d'autres océans que l'océan Pacifique, bien sûr. Et les derniers contrôles, puisqu'on était sur des facteurs 13, les derniers contrôles donnaient facteur 13 en termes de contamination, ou si on devait faire d'autres contrôles sur les poissons aujourd'hui, est-ce qu'on aurait des stades moins élevés? Alors, déjà sur les contrôles, la difficulté, c'est qu'en fait, pour ce qui concerne la base de données de l'agence des pêches japonaise, on n'a pas la provenance exacte de chaque poisson. Oui, ce sont des poissons qui sont prélevés dans les ports de pêche lorsque les bateaux débarquent et donc on n'a pas la provenance exacte. Donc c'est difficile d'avoir une vision très précise. Ce qu'on peut dire, c'est simplement, ce qui nous a relativement surpris, c'est de voir que sur ces contrôles officiels en 2022, des poissons, des sébastes, avaient un niveau de contamination qui était 13 fois supérieur à la norme japonaise, qui est de 100 becquerels par kilo. Mais comment dire, pour avoir une vision d'ensemble, il faudrait que le programme de contrôle soit beaucoup plus élaboré, à la fois par rapport à la typologie des espèces et par rapport au repérage géographique très précis de l'origine de ces poissons. Oui, donc compliqué. Oui. Quand ils sont 13 fois supérieurs, ces poissons, ils sont retirés du marché? Logiquement, oui. Logiquement. Parce que, logiquement. Oui. D'accord. Oui. Après, la pêche de proximité, qui peut être fait comme ça, il n'y a pas non plus... les gens ne contrôlent pas tout ce qu'ils pêchent c'est impossible. systématiquement. C'est impossible de tout contrôler en permanence, c'est beaucoup trop cher. D'ailleurs, il y a des contrôles qui sont faits pour certains éléments, le césium-137, parce que par spectrométrie gamma, ça ne se détecte pas trop difficilement. Mais d'autres substances, comme le strontium-90, le tritium organiquement lié, le carbone-14, le plutonium, ce sont des analyses beaucoup plus coûteuses qui sont faites de manière moins approfondie. Que risque le consommateur aujourd'hui? Alors, bon, là, c'est une question qui est difficile. On est dans le domaine des très faibles doses, d'abord. Il faut le préciser. Oui. Ce sont des très faibles doses. Par contre,
il y a quand même un consensus international aujourd'hui pour dire qu'en matière d'exposition à la radioactivité, il n'y a pas de seuil d'innocuité. Toute dose augmente les risques. Donc forcément, consommer des produits de la pêche, des algues, des poissons, des mollusques, des crustacés qui ont une faible contamination, ça rajoute un risque. Et c'est pour ça que le rejet en mer des eaux de la centrale de Fukushima n'est pas une bonne nouvelle, puisque, alors que le milieu marin et terrestre a déjà été très impacté par cette catastrophe, le fait qu'il y ait encore des rejets, là en l'occurrence contrôlés, même s'ils sont contrôlés, c'est un rejet. Oui. Donc il y a un ajout de radioactivité et ça rajoute encore une exposition. Du coup, la dernière partie, c'est justement ces pollutions au césium et particulièrement au tritium dans l'eau de mer et dans les milieux des rivières. C'est une question qui concerne pas que la centrale de Fukushima, ça concerne beaucoup de centrales et de réacteurs partout dans le monde. Et dans l'étude, il y a une comparaison qui est faite avec l'usine de La Hague. Alors, est-ce que ça a du sens de comparer La Hague avec Fukushima ? Alors, ça a du sens parce que, évidemment, l'exploitant de la centrale de Fukushima, TEPCO, devant le tollé international, par rapport au fait qu'ils avaient l'intention et qu'ils ont rejeté des effluents contenant beaucoup de tritium dans le Pacifique depuis le mois d'août 2023, TEPCO indique que, finalement, leur rejet à eux, c'est très peu par rapport au rejet de l'usine de retraitement de La Hague. C'est un fait, c'est vrai. L'usine de retraitement de La Hague, en France, en Normandie, en Cotentin, est autorisée à rejeter chaque année plus de 10 000, largement plus de 10 000 térabecquerels de tritium, c'est-à-dire 10 000 milliards de becquerels de tritium. Fukushima en a rejeté pendant 12 mois un peu moins de 5. Autrement dit, La Hague peut rejeter 2000 fois plus de tritium et le fait que ce que fait la centrale de Fukushima. Mais ce n'est pas une raison pour banaliser cette situation. L'usine de La Hague est une des usines les plus polluantes du monde, à la fois par ses rejets à l'atmosphère, elle contribue à l'augmentation des niveaux de krypton radioactif dans l'atmosphère et par rapport au milieu marin. Si on prélève aujourd'hui autour de La Hague des poissons, des mollusques, des crustacés, on trouve une contamination par le tritium artificiel rejeté par l'usine de La Hague. Et à Fukushima, la quantité rejetée est plus faible, donc les niveaux de contamination vont être plus faibles, mais ça produit quand même, ces rejets produisent évidemment une contamination de l'environnement. Et si on parle de La Hague, on retrouve certains des polluants de La Hague, l'iode 129 par exemple, qui a une période de 16 millions d'années, on le retrouve à grande distance, y compris dans l'Arctique. Donc prendre comme exemple, pour justifier les rejets de Fukushima, les rejets d'une installation aussi polluante que celle de La Hague, c'est vraiment très discutable. Et il faut rappeler que, quand même, le consensus international, c'est quand même de dire qu'il faut faire tout ce qui est possible pour baisser les rejets en général, et les radioactifs, et les rejets dans le milieu marin en particulier. C'est le sens en Europe de la Convention OSPAR. Oui, mais c'est un principe, puisque, tu l'as dit, on accumule de l'eau contaminée, on ne sait pas faire autrement que de la stocker et à un moment donné de la diluer. Quelle solution on a ? Plusieurs solutions avaient été étudiées, comme par exemple augmenter la capacité de stockage de réservoirs, puisque le tritium que TEPCO n'arrive pas, et dont personne ne sait comment l'extraire, en fait, dans le monde, personne ne sait extraire le tritium de façon efficace sur de telles quantités d'effluents, à ces niveaux-là. Donc la solution de conserver ces réservoirs, ça aurait permis de diminuer la quantité de tritium rejeté, puisque tous les 12 ans, naturellement, le tritium voit son activité divisée par 2. Donc c'est une solution qui a été envisagée, qui n'a pas été retenue par TEPCO, mais qui aurait été possible. Après, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le problème de cet élément radioactif, le tritium, qui est produit dans le cœur des réacteurs nucléaires, c'est un problème international que personne ne sait vraiment gérer. C'est pour ça que les installations nucléaires, les centrales, les usines de retraitement ont des autorisations de rejet de ce tritium dans l'atmosphère et dans les milieux aquatiques qui sont très importantes. Et c'est pour ça qu'en France, on vient de faire une compilation des résultats de mesures de tritium dans les eaux potables. Et on voit très bien que lorsque des communes en France
prélèvent leur eau potable, fabriquent de l'eau potable en aval de réacteurs nucléaires, que ce soit à Agen, Blois, par exemple, chez moi. en aval de Golfech, que ce soit pour un certain nombre de communes de la vallée de la Loire, que ce soit en région parisienne, l'eau qui est produite à partir de la Seine et donc des rejets de la centrale de Nogent qui elle aussi rejette du tritium, eh bien ces communes voient régulièrement du tritium dans l'eau du robinet, à des niveaux qui sont certes dans les normes officielles, Oui. mais comme il n'y a pas de seuil d'innocuité, cette exposition chronique des citoyens, on parle là de millions de personnes en France qui boivent régulièrement de l'eau qui contient du tritium dû au rejet des centrales, cette contamination n'est pas normale. J'ai une dernière question, c'est avec le changement climatique et la raréfaction de la ressource en eau, quelles conséquences sur Fukushima ou sur toutes ces usines qui lâchent du tritium? C'est forcément à un moment donné des concentrations plus fortes. Alors oui, le problème du changement climatique, là c'est une question très vaste. Par rapport à la question de l'eau, c'est clair que l'industrie nucléaire consomme énormément d'eau. D'abord les mines d'uranium, qui ont besoin d'eau pour le process, pour extraire l'uranium. Les centrales, évidemment, ont besoin d'être refroidies, puisque à peu près 2/3, enfin, pour une certaine quantité d'électricité, mettons 1000 mégawatts, il y a 2000 mégawatts de chaleur qui sont en général perdus. Et il faut refroidir ces centrales, donc utiliser énormément d'eau. En France, les centrales nucléaires prélèvent à peu près 59% de la quantité d'eau douce qui est utilisée en France, 59% est prélevée pour le refroidissement des centrales. La grande majorité est ensuite rendue au milieu naturel, en général réchauffée, mais il y a aussi ensuite une consommation au sens strict, c'est-à-dire les centrales nucléaires en France consomment à peu près, vraiment consomment au sens de déperdition, 11% de la ressource en eau par rapport aux autres usages de l'eau. Donc effectivement, le changement climatique va faire qu'en France en particulier, les débits des cours d'eau vont baisser. On parle d'une baisse de 10%, 50% selon les cours d'eau. Et ça va donc impacter de plus en plus le fonctionnement des centrales nucléaires qui utilisent les ressources en eau, du Rhône par exemple, de la Loire, pour leur refroidissement. Merci beaucoup. Caroline, est-ce que tu as une dernière question ou un mot pour conclure? Non, j'ai plus de questions. J'ai posé pas mal de questions. Merci. Merci à vous. Puisque c'est une étude qui est très intéressante. Le fait d'avoir posé cette question sur le changement climatique, on voit que moi, dans ma région, on est déjà en état de sécheresse. On va sur des restrictions d'eau, etc. Donc, on va se retrouver encore une fois dans une situation catastrophique sur l'utilisation de l'eau. Ça va être un sujet qui va être très important, l'utilisation de l'eau très bientôt. Donc merci beaucoup pour la présentation de cette étude. Merci Bruno. Est-ce que tu veux dire un mot de conclusion? Bien, un mot de conclusion, merci à vous de nous avoir permis d'aller un peu plus loin dans la compilation de toutes ces données. C'est important de rappeler que la catastrophe de Fukushima, elle est toujours en cours, et de penser aux travailleurs sur le site qui en permanence sont exposés pour essayer de limiter l'impact de cette catastrophe. Ah oui, on n'a pas parlé de la projection d'eau qu'il y a eu et qui a touché des travailleurs, mais du coup ça fait du teasing. Je vous invite à aller voir sur nos sites la publication de cette étude. Moi, je voulais conclure sur la question de l'eau, puisqu'on s'est beaucoup mobilisé sur la question des polluants éternels, des PFAS ces dernières semaines. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des gens de la pollution quotidienne de leur eau. Les centrales nucléaires, le nucléaire joue un rôle dans cette pollution. Il y a des vrais sujets de conflit de l'eau entre l'usage pour l'agriculture, l'usage pour la consommation d'eau et l'usage pour les centrales nucléaires, particulièrement en France. Et encore une fois, ne pas oublier que Fukushima, Tchernobyl sont des catastrophes en cours et qu'on devra surveiller pendant encore sans doute des dizaines, voire des centaines d'années. Merci beaucoup Bruno. Merci Caroline. Merci François, merci Bruno. Au revoir. Au revoir.